Salut Maxime, Salut Simon. bienvenue dans le podcast du Shop des Titans. Je suis hyper content que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on échange ensemble et que je te dis qu'il faut qu'on fasse cet épisode. Donc on est enfin arrivé à ce jour. On est présentement dans les locaux de Loyoli, que vous devez connaître. Donc on les remercie, ils sont derrière en train de travailler. Donc vous les verrez peut-être passer, c'est normal. Donc encore merci à eux, franchement, parce qu'ils nous ont prêté tout le matos pour le podcast. On était un peu à l'arrache pour venir enregistrer le podcast sur Paris. Donc merci encore, surtout Joseph. Sans transition, on va démarrer direct. Première question que je vais te poser qui est très classique. Est-ce que tu peux te présenter, Maxime, pour dire ce que tu fais ? Avec plaisir. Donc moi je suis Maxime. Je développe l'agence Share Client. Et donc Share Client, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne des marques et des enseignes dans le déploiement de points de vente et d'expériences de retail physique. Donc on fait du pop-up store, on fait la stratégie des marques sur le déploiement retail et on fait du retail traditionnel aussi. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que la première fois qu'on s'est parlé, on a été mis en contact par Sacha Mregen, qui m'a dit il faut que tu parles avec ce mec-là. Et en effet, quand il m'a expliqué ce que tu faisais, je me suis dit mais oui, carrément, parce qu'en fait, nous, on s'occupe en effet chez Moonmoon de la partie e-commerce, donc la partie web, et toi, tu t'occupes de la partie physique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'omnicanalité, c'est vraiment le mot du moment, avec, on le sait, le coût de l'acquisition qui a augmenté, etc. Il faut trouver d'autres moyens de croissance, d'expandre sa marque, etc. Le retail, c'est redevenu, a repris ses lettres de noblesse post-Covid un petit peu là en ce moment. Donc on parlait de DNVB, il y a fut une époque où en mode tu ne vends que sur Internet, ça existe encore évidemment. Mais de plus en plus, ces marques-là se disent ok, si je veux quand même perdurer dans le temps, il faut que j'aille en retail. Et c'est pour ça que je me suis dit c'est cool de parler avec toi. Donc là, l'idée aujourd'hui de ce podcast-là, c'est d'essayer de créer des liens entre les deux. Je sais que juste avant, là, tu me posais pas mal de questions sur comment faire pour créer des liens. J'ai pas toutes ces réponses-là, mais moi, j'ai pas mal de questions pour toi. Donc, en gros, je vais être très cash direct. La première question que je me suis posée quand je t'ai rencontré, c'est en gros, c'est quoi le retour sur investissement qu'on peut attendre en créant un magasin ou un pop-up store pour une marque. Je vais prendre une DNVB qui fait peut-être entre 1 et 10 millions, tu vois, en gros. Peut-être que me dire 1 million, c'est un peu léger, j'en sais rien. Tu me diras à peu près ce que t'en penses. Ok. Bah non, il y a plein de réponses. En réalité, qu'est-ce que tu dois attendre ? La question, c'est quel est le retour sur investissement ou qu'est-ce que tu dois attendre de... C'est peut-être la seule réponse, c'est-à-dire ça dépend ce que tu attends. C'est déjà la question à se poser, quoi. C'est où t'en es dans la maturité de ta marque et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller en physique ? Et en fonction, tu as différentes pistes. Tu as une première piste où tu as un besoin de continuer à développer ta notoriété. Même si tu existes, par exemple, on le voit, typiquement, tu fais une émission de télé, tu exploses à ce moment-là. Y a genre qui va être mon associé, par exemple ? Par exemple. Mais tu prends cet exemple-là, il y a beaucoup de clients en masse qui ne vont pas te connaître. Et d'aller en physique, ça peut être un levier extraordinaire. Mais parce que là, tu viens d'exploser, tu rentres beaucoup plus de CA et notamment, tu as les moyens d'aller en pop-up ou de faire une expérience. Et c'est comment tu utilises ces moyens-là. Soit tu es une marque beaucoup plus jeune et à ce moment-là, tu as besoin de feedback peut-être sur des produits. Tu n'as pas encore des milliers de ventes. Et c'est pareil. C'est un sujet, on en parlait, mais quand tu veux sur le e-commerce avoir un funnel de vente qui soit nickel, et encore une fois, ce n'est pas mon métier, là, je parle sous ton couvert, mais il faut quand même des milliers de conversions ou en tout cas beaucoup de flux pour l'adapter, etc. Là, l'avantage, c'est que tu viens t'implanter en physique, un client, un retour. 10 clients, 10 feedbacks, 10 questions différentes, 10 freins que tu peux lever. Combien de temps il te faut pour le faire en e-commerce ? En tout cas, pas avec cette même qualité, quoi. Pas forcément la même qualité. Alors, ça dépend, encore une fois, comment tu analyses, etc. Mais c'est à ça que tu dois penser, c'est qu'est-ce qui fait que le physique va t'apporter un truc beaucoup plus fort que juste un ROI, juste de dire « j'ai vendu plus, j'ai gagné ». Parce que si tu attends ça, tu peux ne jamais l'avoir. Rares sont les marques qui arrivent à être rentables en physique en allant en pop-up. Mis à part, maîtriser tout un tas de subtilités qui commencent par le lieu, les prix, les coûts, la mise en place opérationnelle, le staff, les caisses, l'encaissement, les paiements, tu vois. Je te coupe un tout petit peu, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent sur ce podcast, c'est qu'en fait, toi, tu t'occupes de prendre des marques et de les aider à aller en retail et tu t'occupes vraiment de quasiment tout. Enfin, tu nous donneras le détail. Hein. En fait, je te coupe à ce moment-là parce que tu listes des trucs qui sont les choses dont tu te charges. En fait. Parce que justement, c'est une énorme charge mentale. En fait, moi, pareil, encore une fois,
quand je t'ai rencontré, je me suis dit, putain, la galère pour créer un magasin. Je me dis, enfin, j'imaginais même pas, j'ai même pas pensé à en parler forcément à nos clients. Tu vois, maintenant que tu le dis, ça me paraît évident et tu prends tout en charge, etc. Ce que tu expliques là, c'est que c'est quand même un certain budget, faut pas se leurrer. Mais il y a quand même des petites astuces à connaître pour pouvoir optimiser cet investissement-là, notamment les feedbacks clients. Et l'autre truc, parce que je le dis maintenant parce que j'ai peur d'oublier, c'est que tu disais, en termes d'image de marque, ça n'a rien à voir. Le fait que tu aies été en physique aussi, ça change, tu changes vraiment de dimension. Payer quand même. Là, c'est l'investissement communication. Carrément. Mais l'avantage, c'est que tu peux relier les deux. Tu es en physique, tu n'es pas là que pour communiquer. Alors, on accompagne des marques, des très grosses marques ou des grosses enseignes qui font de l'activation de marque. Et on parle d'activation et moins de pop-up, même si ça arrive quelques jours, etc. Parce que là, ils n'ont pas un objectif de vendre. Ils ont un objectif de montrer un nouveau produit, de le faire tester, etc. Ce qui est un levier qui est énorme aussi. Tu prends plein de marques qui sont par exemple sur de la cosmétique, qui sont sur du soin, ou de l'odeur, ou du goût, ou du toucher. Le commerce physique te permet une qualité d'échange qui est bien au-delà de ce que tu peux trouver en e-commerce. Pour en revenir à ta question du départ, c'est que qu'est-ce qu'on fait chez Share Client ? Évidemment, on accompagne des marques, etc. Bon, ça, il y en a beaucoup qui le font. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est différent ? C'est que on les prend au tout début de leur réflexion sur la transformation sur du retail physique. Notamment beaucoup de DNVB, mais c'est en train de changer. On a plein de marques ou d'enseignes nationaux qui se disent en fait, on veut un peu renouveler notre façon de faire du retail. Et comment on peut aller faire du retail différemment ? Donc nous, on repart de ça, on repart de l'ADN, on réfléchit à la stratégie. Ensuite, on fait du design d'espace. C'est notre cœur de métier à la base. C'est vraiment de designer des expériences retail. Sauf que nous, on pense à tout ce qu'on peut faire à côté. En wholesale, aller se mettre dans un lieu différent, etc., etc. Et donc, on les accompagne là-dessus, on leur fait des propositions, on regarde ensemble quels sont les leviers potentiels et les activations nécessaires à la marque, en fonction, je t'en parlais tout à l'heure, de la maturité de la marque, parce qu'elles ont toutes des besoins différents. Et après, on déploie. Mais on déploie avec quoi ? Un objectif de coût. Donc, nous, on le définit en amont. Objectif de coût de déploiement. Si tu fais du pop-up, si tu fais de l'activation, t'en fais une, t'en fais 10, etc. On calibre ce prix-là, le budget, et ensuite, on le déploie en respectant ce budget-là. Et pour le déployer, tu as tout ce qui arrive derrière, c'est-à-dire il faut respecter des normes de construction, il faut respecter des normes et des timings de livraison, de mise en place, de staff, etc. Tout ça, on le pilote et on fait du clé en main avec ça. Et c'est ça qui nous différencie de 99% des agences, soit retail, soit expérience pop-up ou event, tout ce que tu veux, parce qu'on peut un peu relier le truc. C'est qu'en fait, nous, on fait du début à la fin avec un engagement sur les coûts. Donc en fait, tu peux piloter en amont ce que tu as envie de mettre et tu ne te retrouves pas à J-30 de ton OP avec des coûts qui explosent, des trucs qu'on t'a pas prévenu. Ça, c'est un truc que tu m'avais jamais dit. En fait, c'est forfaité et en gros, si on te dit ça coûte X sur 3 mois pour faire un pop-up, c'est packagé. Toi, tu sais que tu maîtrises tes coûts et que tu dépasseras pas. Quand on dit forfaité, oui et non. C'est-à-dire que nous, on vient vraiment créer pour la marque un environnement, un design, une stratégie, etc. Ça, le paye, c'est du conseil, tu vois. Ouais. C'est du temps passé. Mais tu as un livrable, tu as des 3D, des trucs, des docs, etc. Ouais. Tu vois, on construit quand même quelque chose. Et après, on va ensemble réfléchir au meilleur budget pour le faire. Donc, on accompagne le client dans le meilleur budget. Mais après, nous, on achète des prestats auprès d'un menuisier, un installateur, un enseigniste, etc. Et des bureaux de contrôle, on achète les matériaux, des opérations, de l'événementiel, etc. On agrège le tout en visant un budget. Donc nous, on aide notre client à garantir un budget, en fait. On lui aide à maîtriser son budget. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse valeur perçue, parce qu'en fait, on met l'énergie exactement là où on enlève des épines du pied à notre client, tu vois. Ouais. Typiquement, tu parles du staff, tu parles des meubles, tu parles de la négo de certains trucs. Nous, on arrive là-dessus, on leur dit, quitte pas. Nous, on t'accompagne et on vient de solliciter vraiment au moment où tu as besoin de prendre une décision, machin. On simplifie la vie, quoi. Pour que les gens comprennent un peu aussi le niveau de où tu peux amener aussi ces marques-là, tu peux peut-être donner genre 2-3 marques avec lesquelles tu bosses qui sont assez connues, pas forcément d'ailleurs des NVB ou des e-commerçants, mais tu bosses avec des grosses marques quand même. Dernièrement, on a eu un joli truc avec Birkenstock, au moment où ils ont été rachetés juste après leur rachat par LVMH. Et très bon contact, mise en relation. C'était même pas du dev, tu vois, c'est un pelle entrant, mise en relation. Et le but, c'était de repenser un peu leur positionnement chez Citadium. Et puis après, dans les grands magasins en Europe, avec des boutiques, ce qu'ils appellent eux les boutiques éphémères, mais c'est des boutiques pour les grands magasins. Donc plutôt au format un peu kiosque, etc. Et donc on les a accompagnés sur et la stratégie, et le design, et le déploiement du dispositif. Donc même une marque comme ça, qui normalement ferait passer par les achats avec une partie pour le design, une partie pour la prod, etc. Ouais. Mais nous, on a réussi à répondre à tout avec une fluidité. On a
pour le coup, des super retours de Birkenstock. Mais on a aussi, là, on fait des activations par le biais d'une grosse agence, mais notamment pour Amica, pour Sephora, pour La Neige. On a fait une grosse OP pour La Neige coréenne. Ça, c'est pareil, ils viennent nous chercher parce qu'en fait, on a une réalité de pilotage économique global. Même une très grosse marque avec des budgets, en fait, pour eux, c'est priceless, quoi. Ils se disent, putain, c'est tout packagé. En fait, voilà, on a un budget, un machin, une créa, un truc, nous on rentre dedans et on les aide à maintenir ce budget-là. Et du coup, en effet, tu bosses avec des très très grosses marques. Si on se reconcentre un peu sur une marque e-commerce qui est née en tant que DNVB, qui a fait son premier million, qui est en train de croître, qui est peut-être à 5 millions, 10 millions, j'en sais rien. C'est quoi le bon profil pour se dire ok, c'est le moment d'y aller? C'est-à-dire, quelles sont selon toi les marques, peut-être que déjà tu as accompagné, qui faisaient que du e-commerce et qui se sont lancées un peu sur du pop-up, etc. C'est quoi les critères pour avoir un bon succès sur cette opération, quoi? Et ben là on en revient à la question du c'est quoi l'objectif du succès? Ouais. Parce que si tu attends à faire des performances en termes de vente, on a plein de contre-exemples où en réalité à la fin on se dit on n'a pas eu les performances attendues. Parce que tu vois, dernièrement on a fait des pop-up pour des marques DNVB, des trucs comme ça. On se dit ah putain, en fait les ventes elles n'étaient pas au rendez-vous, même si on a eu un bon démarrage, c'était intéressant, etc. Ouais. Finalement, si on voit que la vente, on se dit que c'était pas forcément la meilleure idée. Parce que soit on est flat, on se dit on aurait mieux fait de mettre ça dans des ads et puis transformer, et en plus c'est facile à piloter, etc. Mais tu ne récoltes pas l'intégralité du trafic que tu vas faire. Là où tu vas créer du trafic web parce que les gens ils vont voir la marque, ils vont aller visiter, ils vont acheter. Et ça, en fait, tu peux quand même voir d'où vient le trafic. Ouais. Et on avait un exemple. À l'époque, on a déployé Kabaya en pop-up, qui a eu un succès énorme qu'on connaît aujourd'hui avec du déploiement de boutiques, etc. Au début, on a commencé avec des barres abonnés avec Bastien. Il a réussi à transformer ça en un business rentable. Et surtout, il voyait quel trafic ça générait depuis les lieux où il s'implantait en région sur son site. Ah ouais, c'est hyper intéressant. En fait, on a tendance à se dire, allez, on fait un pop-up, on va se mettre au 4 on va se mettre à Beaugrenelle, c'est des très beaux centres avec du trafic excellent, mais en fait, tu as des succès à faire en région aussi. Parce que tu vas là où les gens t'attendent pas forcément. C'était le cas de Kabaya, justement? Kabaya, elle est partie en région. Il y a aussi Merci Andy qui a fait un pop-up qui est parti aussi en région. Tu as des principes aussi de déploiement un peu retail qui s'appelle Market, du groupe DNG notamment. Tu sais, ils agrègent plein de DNVB dans une boutique, ça c'est chouette. Ils ont réussi à transformer le modèle et eux ils vont s'installer aussi en région. Je dis en région, tu vois, mais c'est que moi-même, toi aussi, tu es en région. Moi aussi, je viens de Nantes, tu viens de Dijon. Donc. Voilà, donc clairement, et c'est des leviers qui permettent de se dire, ok, comment on va optimiser notre rentabilité perçue, comment on va optimiser notre visibilité, etc. Donc ça, typiquement, ça doit rentrer dans le schéma de réflexion et se dire, c'est quoi le vrai objectif? Si c'est que pour faire de l'argent, ça doit être une marche pour. Ça te permettra de faire de l'argent, mais c'est peut-être pas ça immédiatement, tu vois. Ouais. Ça doit pas être la réponse immédiate. Et parce qu'il y a des tonnes de sujets à manager, tu vois. J'en avais listé 2-3 d'ailleurs. Et on va en parler juste après, mais j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire sur la partie aller en région. Est-ce que typiquement une marque qui se dit ok, ma question en fait c'est est-ce que c'est plus cher d'être sur Paris, de faire un pop-up à Paris ou de le faire en région? Le prix du loyer. Hein. Donc c'est moins cher d'aller en région. Oui. Donc en fait une marque pourrait très bien se dire, pour des raisons de coût, mais aussi j'ai l'impression qu'en termes d'efficacité et de retour sur investissement, alors retour sur investissement, on le rappelle, par rapport à ce que je viens de dire, c'est pas forcément toujours ce que j'ai mis dans mon pop-up et ce que je récupère en termes de chiffre d'affaires, c'est multiple, c'est du trafic que je récupère sur le site, de la fidélité, du feedback client, plein de choses. Mais en tout cas, quelqu'un qui se dirait ok, j'aimerais bien le faire, mais peut-être à Nantes et à Lyon seulement pour le même prix que ce serait d'aller que à Paris. Peut-être que j'ai des conneries. Est-ce que ça, justement, c'est une réflexion que certaines marques peuvent avoir? C'est-à-dire, on va pas du tout à Paris, ça coûte trop cher. En fait, encore une fois, ça dépend de la marque. Parce que tu as des marques, des DNVB qui vont viser une cible. Ok. Tu es obligé d'être à Paris, quoi. Alors, genre les marques de luxe, peut-être un peu. Par exemple. Qui se positionnent en premium, quoi. Déjà, tu as peu de DNVB luxe qui ont envie de faire du pop-up Centreco, par exemple, ou magasin. C'est pas faux. Mais en revanche, tu as des marques quand même luxe qui vont faire des opérations ou du pop-up, mais là, qui vont forcément viser des très beaux espaces, mais qui ont les moyens pour. Ah ouais. Si on repart sur une DNVB, donc forcément qui va maîtriser un mix de budget qu'elle ne veut pas vraiment encore mettre en place, parce qu'elle achète de l'ADS, etc., mais elle ne veut pas vraiment communiquer encore, tu vois. Elle préfère dépenser de l'argent pour de l'acquisition. Donc, qui a un peu de budget là-dessus, mais qui n'est pas encore très très près, qui a un budget en se disant il faut que je commence à activer et potentiellement je peux aller rencontrer des clients, donc je suis prêt à mettre un peu de budget d'investissement dans du mobilier, un pop-up.
ben, cette marque-là, c'est plutôt celle qui nous relie aujourd'hui, tu vois, c'est la question et comment Ouais. on les aide. Cette marque-là, elle doit se poser la question de qui est ma cible physique, dans quel flux je dois aller. En fonction de ce flux-là, si je vais à Paris, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un flux certainement énorme, mais je vais être noyé dans l'information globale. J'existe pas vraiment, tu vois. Demain, tu t'installes au 4 temps. Ouais. Il y a tellement de marques qui le font tous les jours que pour exister dans la presse, etc., déjà, c'est pas évident. Même si tu es passé à Qui veut être mon associé, etc., où tu peux bénéficier du coup d'une visibilité un peu mieux. Imagine, tu passes dans une émission où tu as un peu de succès en digital ou sur tes réseaux sociaux. Tu annonces que tu vas dans une ville de taille moyenne, donc qui sera forcément moins cher que Paris, etc. Mais quand tu annonces ça dans la ville dans laquelle tu arrives, tu as beaucoup plus d'impact Ouais. en termes d'arrivée. Tu sors plus du lot. Donc tout ça, Hyper intéressant. ce qui est en t'en parlant, ce qui est un peu la précision du sujet, c'est qu'il y a 1000 sujets à évoquer avant de se dire c'est quoi la bonne stratégie. Tu as vu, c'est quel impact tu as quand tu arrives dans la ville en question, c'est-à-dire comment tu génères ton propre trafic. Ne crois pas que d'être dans un flux qualifié, dans un centre co ou dans une ville très passante, te suffit à faire du business, parce que c'est pas vrai. Tu dois faire du drive to store. Comment tu fais ton drive to store, avec quel com, avec quel investissement, quel machin, c'est de réfléchir à tout ça qui te donne le meilleur résultat possible. Donc, finalement, produire, installer, déployer un pop-up, c'est facile. C'est pas ça qui est compliqué, tu vois. Alors, C'est je veux réfléchir. bien que tu déploies, enfin que tu expliques pourquoi tu dis que c'est facile, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas le plus compliqué en termes d'orga. Non, c'est pas le plus compliqué en termes de choix, en tout cas. Ouais. Parce ok. que ce qui va te prendre du temps, Parce que les centres commerciaux ont déjà un peu l'habitude et du coup, ça se fait bien. pour des centres co ou pour un centre-ville, où Ouais. tu as plein de loueurs aujourd'hui. On travaille avec la Devanture, par exemple, qui te book des emplacements partout dans Paris ou dans d'autres régions, d'ailleurs, en France, pour avoir un joli emplacement dans un cœur de ville, etc. Donc, tout ça, en fait, c'est facile. Quand je dis c'est facile, c'est que tu as plein de gens qui ont l'habitude de le faire et tu peux être accompagné, tu vois, de A à Z. Et en plus, pour designer du mobilier, produire du mobilier, etc., ces trucs, voilà, on sait le faire, c'est facile parce que c'est fluide. Là où, la plupart du temps, on ne concentre pas bien l'énergie, c'est que ces sujets-là vont être le cœur de l'attention avec nos clients. Ouais, mais le meuble, telle hauteur, parce que notre produit, oui, c'est important. Ton merchandising, il faut le réfléchir. Aujourd'hui, sur un site, tu mets tes produits, tu as des grilles, des trucs, des avis et tout. En magasin, c'est différent. Donc ça, il faut passer du temps. Mais en fait, l'énergie, il faut la mettre sur l'amont et de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment ma cible? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que j'ai bien négocié mes prix? Est-ce que j'ai, etc. Et pas se focaliser non plus toute son attention sur la couleur d'un meuble, la finition d'une plainte, ce qui est souvent le focus de nos clients, parce que c'est palpable. Mais c'est là-dessus qu'on essaie de les accompagner, tu vois, pour justement avoir la bonne réflexion. Le truc que tu viens d'expliquer qui a popé, je me suis dit, ça c'est aussi un argument qui est incroyable. C'est en fait, qui peut paraître évident, mais ça vient de m'y faire penser, c'est les retombées médiatiques potentiellement quand tu arrives dans une ville ou dans un endroit. Donc si c'est un truc qui est complètement incroyable sur Paris, peut-être que les gens vont en parler, que ça va être le truc un peu stylé où il faut aller. Mais en effet, si tu vas peut-être dans une ville en région, tu auras peut-être plus de chances d'avoir un impact parce que c'est un peu plus exceptionnel, entre guillemets, je mets des guillemets. Si tu arrives et que tu fais un truc très quali et tout, les gens vont beaucoup plus en parler. Et tu peux peut-être gagner, je fais des raccourcis très basiques, mais tu peux peut-être gagner plus de followers sur les réseaux sociaux en venant dans une ville moyenne parce qu'il y a plus de proximité qu'en étant en fait au milieu d'un flux avec des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui passent à côté de toi à Paris. Parce que t'as en fait 100 marques derrière toi et on passe à côté de toi sans te voir, quoi. Bah, tu viens de le dire, en fait, tu as 100 marques autour. Et donc, le flux Paris, par exemple, alors on prend Paris, mais une très grosse ville, tu prends Paris, un Lyon, etc., une ville où il y a beaucoup de flux, les gens sont un peu blasés des marques. Ils en voient tout le temps, en fait. Toutes les nouveautés, elles sont à côté d'eux. Donc, ils sont en même temps contents, mais en même temps, c'est un non-événement. Ouais. Tu vas en région, ces gens-là, ils disent « je l'ai vu sur Insta, c'est génial, etc. » Et du coup, ça te fait de la visibilité. Les gens se déplacent éventuellement pour aller voir ce qu'ils ont vu sur Insta. Oui. Mais ils l'ont vu sur Insta et d'habitude, c'est que à Paris. Ouais. Ces gens-là, tu prends du produit mass market, c'est pas des gens qui sont toutes les semaines à Paris, tu vois. Ouais. Nous, on fait le déplacement tout le temps, on se dit ouais, on peut les voir, machin. Mais en fait, non, t'as plein de gens, ils sont chez eux, ils ont leur vie, leur truc. C'est clair. La marque, elle arrive chez eux. Et typiquement, j'ai un très bon exemple avec ça. La marque de collagène. Quand on a démarré, on s'est dit, tiens, parce que je développe à côté, tu sais, un produit, une marque de collagène, etc. Maxime a un petit e-commerce de collagène, en effet, aussi. Et surtout, pourquoi on a fait ça? C'est qu'à la base, moi, je voulais investir dedans pour aller en physique avec une marque créée de toutes pièces, sur une stratégie de produit qu'on trouvait intéressante, etc., et dans laquelle on croit. Mais je voulais aller en physique et me heurter aux problématiques que mes clients reçoivent quand ils veulent faire leur premier business. Donc, évidemment, je les accompagne sur plein de sujets, mais à l'agence, on ne sait pas tout. Et surtout, on ne vit pas de l'intérieur toute la partie amont, tu sais, qui est un peu la négo, etc. Donc, on y allait à fond.
pour te résumer, le pourquoi on a eu du rebond médiatique, c'est qu'on était à Dijon dans les Galeries Lafayette, donc Dijon, petite ville, etc., 15e ou 16e ou 17e ville de France. On est au cœur de Dijon dans les Galeries Lafayette. On a eu toutes les radios. La presse, quasiment toute la presse, nous a fait un truc sur notre bar à collagène. On avait créé un bar à collagène, joli petit design, etc. On voulait s'implanter de manière légère. On avait un truc qui faisait, 40-50 mètres carrés, des petites tables, bar à collagène. C'est bien, déjà, c'est 40-50 mètres carrés. Mais on a fait ça. Moi, j'ai fait ça. On a l'habitude à l'agence de créer des pop-up, donc c'était facile pour nous. Mais tout l'amont, c'était pas simple. Le staff, tu vois, bien réglé. Il y a plein de paramètres à régler. Mais surtout, on s'est rendu compte de la force médiatique qu'on a eue. Tout de suite, on a eu du flux. Ouais. Mais du flux parce qu'on le générait. Parce qu'en fait, les Galeries Lafayette, on s'est rendu compte qu'ils avaient leur clientèle. Mais c'est pas des gens qui viennent boire un café, tu vois. Donc, en tout cas celle de Dijon, donc en fait, on a créé notre propre flux grâce à ça. Ouais, carrément. Parce qu'on n'était pas dans Paris. Et tu parlais justement du staff, c'est une question aussi. Est-ce que vous arrivez à trouver des staffs, enfin du staff, des vendeurs qui peuvent venir aussi? Vous avez un pôle de personnes qui peuvent venir Ouais, nous on l'a recruté. Okay. Donc on a passé par un recrutement, etc. Mais globalement, quand tu es sur un temps court, le recrutement c'est pareil, c'est un vrai pain pour les marques. Ouais. Toi, tu as une équipe en interne sur un ordi, un machin, et là il faut aller former une équipe qui va vendre, etc. Donc il faut manager des temps, il y a de la présence physique, etc. Ça, c'est vraiment un sujet qui est complexe. Donc on a plusieurs partenaires qui le font. Nous, on ne l'intègre pas parce que c'est vraiment un métier à part. Donc on a plusieurs partenaires qui font ce genre de choses. Mais par contre, tu as des solutions, quoi. Tu proposes des solutions pour le faire. Soit ça, soit tu fais des CDD, etc. Si tu veux économiser de l'argent, tu fais des CDD, tu le pilotes toi-même, mais il faut investir du temps, tu vois. Ouais. Hyper canon. Donc très rapidement, tu l'as déjà un peu expliqué, mais sur la partie administrative, en gros, vous prenez un peu, vous vous occupez de gérer le loyer. Enfin, peut-être que c'est la marque qui la repaye directement. Je sais pas comment ça se passe. Il y a quoi à gérer en termes administratifs? En fait, en gros, ma question c'est pas une pub pour Cher Client, mais en gros, qu'est-ce que vous faites pour soulager psychologiquement ces marques-là? Moi, c'est typiquement le genre de truc, si j'avais une marque qui me ferait chier au plus haut point de créer un store, quoi, c'est sûr. Mais je pense qu'en effet, c'est important. En gros, comment vous faites pour soulager? Dites, ok, c'est tout packagé, on s'occupe de tout l'administratif, etc. En gros, c'est clé en main. Je pense qu'au moment d'y aller, tu vois, imagine, tu dis, tiens, j'ai une marque e-commerce, je vais aller en physique, ça me fait chier. Ouais. Tu es en train de dire, mais parce que là, peut-être que tu n'as pas ça paraît ce hyper, moment de maturité de dire, quand je parle de maturité, c'est non, pas ça me fait chier en mode dans le sens, j'ai pas envie d'y aller, dans le sens, le faire me paraît être une marche énorme si je dois le gérer, tu vois. Alors ça l'est. Mais au moment où tu es prêt à le faire, tu te dis « Waouh, je pense qu'il faut qu'on aille rencontrer nos clients ». À ce moment-là, tu as cette ouverture de se dire « Ok, je vais commencer, j'ai pas le choix ». C'est comme quand tu as un truc à faire, un truc à négo avec tes banques, tes contrats des avocats. Au début, ça te fait chier. Puis après, tu commences à t'y intéresser et tu t'y intéresses. Là, ça rentre, tu as envie de le faire. Et on a la majeure partie du temps des clients qui sont soit sur cette phase en train d'être transformés. Si je parle avec toi, Maxime, c'est qu'en fait, ça m'intéresse, j'ai vu Cher Client passer, j'ai vu une marque, un truc qui a fait appel à toi, et en fait, je crois qu'on est prêt, on a envie d'en parler. Là, c'est bon, les gens, ils sont OK, ils sont focus, et là, en fait, ce qu'on fait pour enlever une grosse partie de la charge, c'est que déjà, au même titre que ce que je fais là maintenant, on explique tout le processus. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas et qu'on n'intègre pas, simplement parce que si on doit intégrer la gestion des loyers, si on doit intégrer, etc., c'est-à-dire qu'on rajoute un coût. Ouais. Et nous, on préfère se dire, chacun fait son business. En revanche, on t'accompagne à aller chercher la bonne foncière, à te mettre en relation avec les bonnes personnes, à créer ton deck ou ton cahier des charges pour les foncières. Ah ok, ok, donc ça, c'est pas un problème. Mais non, ça l'est pas. Donc moi, je te mets en relation, je fais tout ça, et puis après, tu commences à... c'est ça le sujet, quoi. C'est ça. En fait, on va tous les moments, et ça, on a essayé de les lister depuis longtemps, ça fait un moment qu'on travaille dessus, tous les moments où tu as une problématique, nous, on va te dire, soit on a un contact pour toi, soit c'est intégré dans notre offre. Mais ça, dès le départ, tu le sais, en fait. Tu n'as pas de moment de trou, de vide. Nous, on t'accompagne justement pour que ça soit fluide. Et voilà, et au fur et à mesure, nous, ça fait 3 ans qu'on existe maintenant, donc c'est à la fois très jeune, mais en même temps, on a accompagné beaucoup de marques. J'ai un peu de passif dans l'histoire. C'est ce que j'allais dire. La boîte Cher Client, tu as 3 ans, mais tu as aussi fait du retail aussi avant, d'après ce que je comprends. Ouais, on a accompagné pas mal de marques dans une autre agence où là, on a intégré la production, etc. Donc, c'était un truc vraiment full intégré. Mais on était beaucoup moins sur la partie stratégie, ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Et donc, voilà. En effet, on accompagne maintenant les marques sur tout le process de mise en place pour justement que ça te fasse pas chier, quoi, que ce soit facile. Et en off, donc je sais plus quand c'était lundi ou la semaine dernière, je sais plus, on s'était parlé au téléphone. Et en fait, ce que tu m'expliquais en discutant, en essayant de préparer un peu cet échange,
Tu me disais, mais en fait, on pense souvent au pop-up ou au magasin physique classique, parce qu'il y a ça aussi, c'est que tu accompagnes sur des magasins. Si tu veux ouvrir ton magasin, mais le garder ad vitam aeternam, enfin, en gros, Avec des t'implanter, beaux tu commerciaux, le ouais. fais, exactement. Mais tu me disais, mais en fait, les gens, ils pensent à ça. Comme moi, un peu naïvement, je pensais à ça. Mais tu me dis, en fait, il n'y a pas ça. Il y a aussi que tu peux aller, genre, au bon marché, etc. Parce qu'en fait, je sais plus comment tu me l'as dit, mais je vais le redire comment je l'ai ressenti. Mais en gros, tu sais, ils recherchent des marques pour certaines périodes, notamment, j'imagine, Noël. Tu me dis si je dis n'importe quoi. Et en fait, des fois, ils se retrouvent avec des trous où il y a les marques qui répondent pas présents. Et en fait, c'est con parce que c'est des opportunités pour aller sur un flux où là, les gens sont quand même dans un processus d'achat. Ils cherchent peut-être des trucs aussi originaux à ce moment-là, à Noël, dire plutôt que d'aller à la Fnac au dernier moment, typiquement moi. Terrible. Désolé pour ma famille. Mais voilà, et tu dis il y a des opportunités. Moi, je veux que tu m'expliques ça en mode. En gros, c'est quoi ces opportunités dont tu parles? En mode, les gens n'osent pas y aller, mais en fait, il y a des trucs à faire, il y a des places qui ne sont pas prises, qui peuvent être prises facilement. En fait, tu fais un bond un tout petit peu en arrière et tu te dis, ok, ma marque, quel potentiel elle a? Comme quand tu vas rencontrer un investisseur, en fait, ta marque, elle a un potentiel pour plein de gens. Ouais. C'est que tu vas attirer potentiellement une cible qu'un retailer ou un grand magasin, il a envie de capter. Donc, tu as plein de façons d'essayer d'optimiser, entre guillemets, ton arrivée dans un lieu physique pour faire une boutique physique, qu'elle soit durable ou pas. Et typiquement, aller essayer de dealer des partenariats avec des grands magasins, les Galeries Lafayette, le Bon Marché, etc. Ils sont en recherche de marques et parfois ils font des événements autour de certaines typologies de produits. Ouais. Typiquement, tu peux aller te caler là au milieu et du coup faire baisser ton loyer quasi à zéro ou juste du variable. Tout ça, ça peut se négocier. Il y a aussi un truc, c'est que les foncières, elles essaient de remplir les foncières, donc c'est toutes celles qui possèdent des centres co, elles essaient de remplir avec des marques. Donc elles viennent challenger toutes les marques qui sortent, etc., pour dire tiens, viens chez nous, etc. Sache que tout ça, c'est normal, que ça peut t'arriver, même si tu es une marque un peu naissante et un peu sympa, avec un joli compte Insta, tu peux être rapidement contacté par un centre co. Il faut faire attention de ne pas céder à la tentation. Quand je dis ça, les centres co, c'est mes partenaires, on travaille tout le temps ensemble, tu vois. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que comment tu peux être meilleur avec ça, comment tu peux te faire accompagner par le centre co et comment tu peux dealer des vrais deals rentables pour tous. Ouais. Et ben, en fait, c'est là où il faut aller penser. La plupart du temps, il y a une rencontre là au milieu, et puis voilà, on se dit, ok, il y a une proposition d'emplacement, je prends pas. Mais en fait, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, et c'est là où il faut être malin. Donc, des opérations en shop-in-shop, par exemple. Donc, tu vas dans une boutique, je dis n'importe quoi, Decathlon, toi, tu innoves sur une partie d'un produit, tu vas te mettre au milieu de Decathlon et vendre potentiellement ton produit, tu vois. En fait, c'est là-dessus qu'il faut être beaucoup plus créatif, ce que tu peux faire dans plein d'autres choses, mais il faut être beaucoup plus créatif là-dedans pour essayer de se dire, ok, va dans des grands magasins, fais une opération courte, faites un deal croisé entre deux marques. Ça, on essaie de le faire de temps en temps, mais c'est pas évident. Faut que les marques elles se parlent en même temps. Et quand tu dis deal croisé entre deux marques, c'est pour réduire les coûts, justement, partager les coûts. Par exemple, mais en même temps, tu attires un flux. Imagine, tu attires un flux, tu fais de la nourriture pour chiens, et il y en a un autre qui fait de l'accessoire pour les chiens. Les deux, ils se cannibalisent pas forcément. Ouais, mais les deux en même temps, en fait, ils ont le même client. Je pensais aussi, tu vois, on a nos clients Dijon, je sais que tu échanges aussi un peu avec elle. Donc autour du bien-être, on peut imaginer qu'elle fasse un pop-up croisé avec une marque de vêtements de yoga, par exemple, tu vois. Carrément. Des choses parce que c'est hyper complémentaire, tu vois. Mais carrément. Ouais, hyper intéressant. Mais voilà. Et donc ça, déjà, tu te dis, ok, on partage un truc, mais c'est presque le côté un peu, c'est le nice to have, parce que tu t'économises un peu. Mais en réalité, c'est le 1 plus 1 est égal à X puissance X, tu vois. Okay. C'est ça qui est intéressant. Et surtout que tu vas créer un happening, un truc nouveau que les clients n'ont pas forcément, ou tes prospects n'ont pas forcément vu venir. Donc c'est en ça que nous, on essaie de prendre de l'avance et d'avoir des réflexions différentes là-dessus. Juste faire un magasin, finalement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est facile. Ouais. Tout le monde l'a déjà fait. Toutes les marques peuvent le faire. Tu as 2 bras, 2 jambes, voilà, même n'importe quoi, t'as même pas de bras ou de jambes où tu peux faire une boutique, tu vois. T'as des agences qui te le feront. Je pense que t'es très modeste, mais moi j'y arriverai pas, c'est sûr. Tu parlais, je vais revenir là-dessus, un truc que tu viens juste d'évoquer, c'est que tu disais certains endroits, donc notamment des centres commerciaux, etc. Je vais sans doute dire une connerie encore, mais parfois font des thématiques et invitent des marques à venir et des fois offrent le loyer, c'est ça en gros que tu disais? Pas forcément offre le loyer. Parce que tu disais que ça peut me revenir à zéro. Tu peux dealer du variable. Ok. Donc ça, tu peux aussi faire baisser ton loyer en augmentant du variable. Mais c'est génial parce que... Et c'est quoi le variable? Le variable sur les ventes. Ok. Ils prennent un variable sur les ventes. Donc en gros, il y a un centre commercial qui va miser sur toi et qui va dire ok, je pense que ça peut cartonner, donc je prends un variable, par contre tu payes pas le loyer, c'est ça? Exactement. Et on a réussi comme ça à un sujet génial avec une marque qui s'appelle North.
Et eux, ils font des produits, des sneakers de collection, des vêtements haut de gamme comme ça, etc., qui sont liés à des drops, des produits un peu rares sur le streetwear. Et ils sont arrivés à l'époque chez Cap 3000, donc dans le sud de la France. Ouais. Ils étaient chez Cap 3000 et on a dealé avec le centre qu'ils leur offrent des mois de... Alors c'était génial ce truc. Hein. Ils leur offrent des mois de loyer. Et en fait, en disant, je te fais pas une gratuité, mais je prends des mois de loyer que je te donne maintenant en cash. C'est-à-dire, en gros, les 6 mois qui arrivent à 6 000 balles de loyer par mois, par exemple, je te les donne en cash. Tu les investis dans ton pop-up, dans la construction, dans le design, dans le truc. Génial. Et en gros, on va essayer de garantir une meilleure expérience pour que tu restes plus longtemps. Donc en fait, lui, ces 6 premiers mois, il rembourse en gros ce qu'on lui a prêté. Les 6 mois d'après, le centre commence à gagner de l'argent. Et après, en fait, lui, il a un meilleur dispositif qui attire plus de clients, qui est beaucoup plus quali. Et en fait, on a fait un truc magnifique qui était complètement courbé, en tôle d'acier, avec des lumières suspendues, des trucs intégrés et tout. Et en termes d'expérience, on a quelque chose qui était vraiment adapté à ce que lui souhaitait. Donc, il était très content. Et 1 an et demi après, il a pris une boutique dans l'aile luxe, juste à côté de Dior Parfum, chez Cap 3000. Et maintenant, où il est installé et il fait du business. Et il a une très, très belle boutique. Et on l'a accompagné sur sa boutique. Donc, c'est pour dire qu'il y a des deals à imaginer qui vont bien plus loin que ce que tu peux te dire de prime abord, tu vois. Donc en fait, il n'y a pas genre 10 catégories de ce truc que tu peux faire, c'est que tu as toujours de la négo qui rentre en compte, que toi tu peux chercher. Tout le temps. Et du coup, ça me fait ton penser. levier, quelle est ta puissance en termes de marque, tu vois. Ça me fait penser à une question, c'est est-ce que toi tu as un pôle de marque qui t'ont contacté, qui se lance pas forcément, et là un jour tu as, je sais pas, un centre commercial qui t'appelle en disant ouais, je cherche telle et telle marque et tout, et toi tu dis ok, il y a telle marque, tu la rappelles en Tout disant le temps. ok. Ça arrive tout le Ça temps. c'est intéressant. Bah, Donc c'est quand même, encore une fois, je le rappelle, c'est pas de la pub pour ta boîte. Hein. Le but c'est de donner un maximum de billes pour les marques pour qu'elles se disent ok, c'est intéressant d'aller en e-commerce, en retail, pardon, alors que j'ai fait que du e-commerce et tout. Mais c'est quand même intéressant, tu vas comprendre pourquoi j'ai fait cette intro, c'est quand même intéressant de te contacter pour juste pour prendre contact avec toi, expliquer ce qui est fait, et peut-être qu'elle va pas dealer tout de suite avec toi, mais toi peut-être que dans 6 mois ou 1 an, tu vas les rappeler et tu vas leur proposer un deal qui est hyper intéressant, tu vois. En fait, c'est là où ça a du sens. D'une part, c'est que nous, on itère beaucoup sur ce sujet-là. Donc, même d'échanger avec une marque qui est en train de se poser une question ou qui a déjà fait un essai et qui hésite à vraiment renouveler ou qui vient de se perdre au milieu de ce projet-là, juste d'en discuter, nous, on se nourrit de manière incroyable. On est vraiment comme toi. Tu as un métier où tu vis globalement parce que tu as envie d'innover dans ce secteur-là. Ouais. Nous, on est comme ça. À l'agence, c'est génial parce qu'on adore ça. Donc, finalement, toutes ces opportunités qui sont créées avec les centres, avec des foncières, avec des grands magasins, elles sont parce qu'on a tous les deux la même vision. La foncière, elle veut avoir... C'est quoi le retail de demain, tu vois ? En tout cas, les personnes en parlent. Je parle de foncière, mais on discute avec des gens qui sont passionnés eux aussi, qui vont activer des marques, etc. Ensemble, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Comment on pourrait faire quelque chose de nouveau ? Moi, ma matière première, c'est les marques qui viennent et qui veulent créer des projets. La matière première d'un centre co, c'est de dire on a des mètres carrés, comment on fait pour que ça soit plus enchanté, tu vois. Ouais. Et c'est là où on se relie et on commence à en discuter. Donc oui, tu as des marques qui vont dire ok, tiens, on peut se rencontrer, on peut discuter, explique-moi comment on fait un pop-up. Ça veut dire qu'ils n'auraient pas écouté le podcast en entier, donc revenez au début et refaites le podcast. Mais globalement, tu te dis ok, on échange, on discute, on machin, comment ça peut être calibré à moi ? Mais on se fait j'ai plein de créneaux d'échange. J'ai mon Calendly, plein de créneaux d'échange et on se fait des calls et c'est top, tu vois. Et nous, on apprend aussi beaucoup. J'avais une question. Je te l'ai posée juste avant parce que ça m'intéressait et tu m'as donné une réponse et tu peux me donner la même. C'était... Alors, j'en ai une avant. Est-ce que ça vaut le coup, là, genre en last minute maintenant, là on est, je sais plus quelle date, je suis nul en date, on est le 10 octobre quand on enregistre, peut-être qu'on diffusera, je pense, ce podcast vers fin octobre. Est-ce que fin octobre, ça vaudra le coup de se dire, ok, je peux potentiellement aller dans un pop-up pour Noël, etc. Est-ce qu'il sera encore temps de le faire ou c'est trop tard ? Noël, c'est un moment qui est incroyable pour le retail physique. Et ça a toujours été, en fait, ça qui est fou. C'est que tu arrives avec quasiment n'importe quoi, à Noël, tu fais des ventes. Donc oui, c'est génial d'être présent à Noël. J'aime bien ce truc, tu arrives avec n'importe quoi, tu fais quand même des ventes. Non, mais ça, franchement, c'est fou. On a accompagné des clients qui, eux-mêmes, n'avaient pas confiance en leurs produits au moment de Noël. Et je prends l'exemple, je peux les citer, c'est CV. C-E-W-E. Tu sais, il y a beaucoup de pubs au moment de Noël pour dire que ton livre photo, tu le fais avec CV. CV, quand je dis tu vends n'importe quoi, c'est pas pour eux que je dis ça. Mais je dis, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'avaient pas conscience de la pertinence de ce produit-là. Ouais. Parce que c'est un produit quand même de service, tu as une expérience en ligne pour personnaliser, etc.
Et ben en fait, on a imaginé un moment spécifique autour de ça pour dire tu découvres. Donc là, leur ambition, c'était de rencontrer des clients, on en reparle tout à l'heure, rencontrer des clients, faire des ventes, mais finalement, c'était pas leur levier immédiat. Ben, ils ont fini le truc, ils se sont dit, en fait, c'est génial. Même nos performances, elles étaient bonnes. Donc tu te dis, bah ouais, au moment de Noël, bah, on a offert des coffrets où tu, en fait, invitais, tu offrais ça à un proche en disant, bah, fais ton propre souvenir de tel truc. En fait, ça a trop bien fonctionné. Donc, parce que la mécanique, fallait la créer, fallait y réfléchir. Donc, Noël, c'est génial. La seule contrainte d'arriver tard en voulant se mettre sur un schéma de Noël, c'est les meilleurs emplacements, souvent, ils sont pris. Et Ils sont pris quand dans l'année? Genre là, c'est trop tard, on est début octobre, ça a déjà à été partir de mars-avril, Ah oui. les emplacements, ils se bookent, tu vois, pour D'accord. les fins d'année. Intéressant à savoir. Mais tu as encore plein de... typiquement, si on discute avec une marque qui se dit « j'ai pas besoin d'une très grosse surface », parce que quand tu réserves en mars, c'est parce que tu as besoin d'une grosse surface, d'un emplacement très spécifique, donc tu es une marque à déjà testé potentiellement. Quand tu fais ton premier essai en retail, et notamment à Noël, ce qui est génial, c'est que tu as un flux incroyable qui a envie d'acheter, et tu n'as pas besoin de beaucoup de place en réalité. Tu as besoin d'avoir une bonne visibilité, pas beaucoup de place. Donc oui, c'est encore faisable. Après, c'est juste qu'il faut rationaliser le temps à faire du design, le temps à produire, le temps à installer. Et puis, tu as aussi plein de retailers. Ça, je voulais t'en parler. Mais tu as beaucoup de retailers dans les tips à apprendre. Pas de retailers, pardon, de foncières, qui ont aussi des petits espaces que tu peux louer et juste tu te mets à l'intérieur. Donc, des petits kiosques, des choses comme ça. Et ça, on travaille aussi avec des foncières à les aider à designer le kiosque le mieux possible pour des marques qui voudraient arriver pour quelques jours, mais sans payer du mobilier, tu vois. Ça, tu peux le faire dans plein de foncières. Et elles ont déjà des dispositifs. Et ça coûte beaucoup moins cher. Hyper intéressant. Et la question du coup, je voulais te poser initialement, que je t'ai déjà posée aussi, en off, c'était c'est quoi le meilleur moment de l'année pour se lancer dans le retail? Ma question sous-jacente, c'était notamment par rapport à l'été. Est-ce que l'été, c'est pas un peu con de se mettre en retail l'été alors que du coup tout le monde est en vacances, quoi? Alors, j'ai l'impression de répondre à chaque fois, encore une fois, ça dépend de... Oui, vas-y. Alors, oui, c'est con de se lancer en retail. C'est les questions en même temps, en même temps, où est-ce que tu t'installes? Quelle est ta cible? Si tu vends des palmes, se lancer en été, tu vois, ou des maillots de bain, tu fais un pop-up en été au bon endroit, ça a du sens. Tu fais une boutique avec une boutique traditionnelle, avec un bail 369, etc., le temps de faire tes travaux, de t'installer, de signer tes baux, d'avoir les accords de copropriété, repeindre ta façade, avoir les autorisations de mairie, machin, tu peux viser des dates, mais globalement, tu t'installes dès que tu le peux, tu pilotes bien ton truc. Donc, tu essaies de viser des périodes. Mais tout ça, c'est très différent finalement, suivant la verticalité, suivant la typologie de boutique que tu veux faire. Donc, en vrai, t'installer l'été, si ta marque, elle convient, va sur la plage et vends des maillots de bain, tu vois. Mais par exemple, une DNVB cosmétique ou vêtements classiques, il n'y a pas une meilleure période de l'année pour le faire. Est-ce que tu justement perçois une espèce de saisonnalité? Alors évidemment Noël, mais on va pas parler de Noël. Ouais. Mais en dehors de Noël, est-ce qu'il y a une espèce de saisonnalité intéressante? Tu dis ok, en fait en mars ou en avril, les gens ils dépensent plus ou... c'est la période la pire, je crois. Ah ok. Février-mars, c'est très très morose. C'est toujours dur dans le retail physique, tu vois. Ouais. Donc c'est des périodes qui sont moins où on a beaucoup moins d'installations. Ouais. Alors on travaille sur plein de projets, mais on n'a pas d'installation à ce moment-là, tu vois. Mais globalement, ça dépend quand même beaucoup de la stratégie de la marque. Donc, tu n'as pas un pire moment, mis à part l'après-fête. Tu as toujours un petit moment de creux. Je ne sais pas si c'est le cas en e-commerce d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un moment qui est un peu plus fade comme ça? Si. Après, ça va dépendre parce que tu vois, par exemple, nous, on a des clients qui s'appellent Live Happy Food. Donc, c'est des pâtes au konjac, donc qui sont hypocaloriques, avec très très peu de calories. Et elles, leur meilleur mois, c'est janvier par exemple. Parce que tu te focalises Exactement. sur... Voilà. Donc pareil, tout ce qui va être food un peu healthy, en janvier ça fonctionne très bien. On accompagne une marque aussi qui s'appelle Willy Anti-Gaspi. Alors on vient de les faire rentrer il y a 6 mois, donc je sais pas, mais j'imagine qu'au mois de janvier ça va être aussi pas mal, tu vois. Donc ouais, non, il y a la petite saisonnalité aussi, mais en effet sur tout ce qui va être vêtements, même cosmétiques, et encore il y a moins d'impact, mais en tout cas vêtements c'est sûr il y a un impact sur janvier qui est un peu plus... Et encore, je dis ça, mais il y a les soldes en fait, Donc en fait, tu vois, il n'y a plus aujourd'hui, tu n'as pas un meilleur moment ou un moins bon moment. C'est juste de dire, ta marque, elle cherche quoi, Carrément. à quel moment, tu as envie de quoi. Et en fait, Et après, il y a peut-être des opportunités aussi sur janvier, février, mars en retail, justement par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure sur la partie communication. Comme les marques, elles veulent plus trop se lancer et qu'en fait, c'est une période aussi où il y a, en termes de communication, qui est un peu plus fade.
t'as moyen peut-être de sortir du lot. Peut-être que justement les centres commerciaux ils font des remises, j'en sais rien. Ça Bien peut-être sûr, te mais mettre les bien. loyers, ils évoluent en fonction de la période de l'année. Hein. Ah oui, oui, j'imagine. Ouais, bien sûr. Donc c'est hyper intéressant. Ok, merci beaucoup pour cette réponse très claire. Donc ouais, est-ce que tu peux nous lister, t'en as déjà parlé, mais est-ce qu'il y a des DNVB avec lesquels t'as bossé qui vraiment étaient pas du tout en retail ou qui connaissaient absolument rien au sujet du retail, qui étaient que sur internet et qui sont implantés en magasin et un peu donner ce retour d'expérience que tu as pu avoir dessus? On en a fait pas mal sur justement des marques qui ont pu passer dans Qui veut être mon associé. Tu peux les citer? Oui, on a fait 900 Care, je crois qu'ils sont Oui, passés. 900 Care, c'était un bon exemple. C'est qu'en même temps, ils ont levé. Alors, faut faire attention à un truc, et j'en ai déjà parlé, c'est qu'il y a eu pas mal de DNVB qui se sont dit à un moment donné, le pop-up, faut le faire. Faut faire pour faire, en fait. Ouais. Parce qu'il faut y aller, il y a des investisseurs, il y a plein de trucs. Et en fait, on ne maîtrisait pas à 100% la stratégie derrière. On venait nous consulter pour dire aide-nous, on sait que tu sais faire, on veut s'installer là, tu vois. Sans forcément se poser la question de pourquoi je fais ça, quel est le but, qu'est-ce que je vais aller chercher, quoi. Exactement. Et c'est là où t'en viens à avoir des moments où finalement ton résultat il n'est pas forcément à la hauteur des attentes. Donc il y a pas mal de marques comme ça, que ce soit dans justement des produits réutilisables. On a fait aussi la marque en moins. On a fait donc Très à un cool, moment ouais. donné, il y a pas mal de marques comme ça qui ont eu envie d'activer. Et ce sujet-là, c'est de dire qu'il faut aller plus loin. Il faut essayer de réfléchir beaucoup plus loin à quel impact tu veux donner, à ce que tu veux en faire. Si c'est pour faire un gros coup de com parce que tu viens de lever, c'est OK en fait. Si ça fait partie de ta stratégie, tu rassures des investisseurs, why not? Donc ça s'entend. Mais si tu veux être un peu plus perfectionniste, je pense qu'il faut vraiment faire un gros retour en arrière et se dire OK, c'est quoi ta vraie stratégie et qu'est-ce qu'on va aller capter? Et encore une fois, la problématique, et c'est là où c'est ce qui a fait qu'on a commencé à beaucoup discuter aussi, c'est de dire comment on vient monitorer des trucs qu'on ne sait pas monitorer en retail physique. Parce qu'un flux qui passe, alors tu peux mettre de l'IA, de la détection et tout, mais quel est le coût pendant 6 mois pour avoir un peu de data, machin. Donc comment tu vas chercher le meilleur retour possible, qui n'est pas forcément du quanti, mais plutôt du quali. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, tu vois. Ouais, complètement. Et ça, on en a parlé juste avant. Tu me disais, moi, j'aimerais bien aussi te poser des questions sur comment on fait pour relier les deux. Et on se disait, en fait, tu as aussi d'autres avantages par rapport qui sont reliés au e-commerce. C'est aller chercher, c'est tout con, mais genre si tu es à Paris ou même dans des grandes villes, spécifiquement dans des grandes villes, t'as acheté un produit, tu peux aller le chercher en magasin. Donc, tu as cette option-là. Donc, tu l'offres. La personne vient en magasin, donc elle a des opportunités aussi pour aller voir d'autres produits. Elle est dans un univers, ça participe à sa fidélisation, etc. Il y a aussi, on en parlait, Shopify POS, donc Ben, donc mon associé qui est en ce moment aussi à Paris, comme moi, mais qui est dans un magasin en train d'installer un POS, justement Shopify POS, qui est la petite tablette pour pouvoir vendre en retail. En fait, on peut relier les stocks du magasin avec ce qu'il y a sur Shopify. On peut créer un store directement dans Shopify, etc. Donc, on peut faire pas mal de choses autour de ça. Il y a le système de fidélité. On est chez Loyoli, donc on peut en parler encore plus. On est dans le bureau de Loyoli, donc la fidélité est aussi sur le e-commerce, mais aussi en retail. Donc tout ça, c'est transversal. Donc en effet, il y a toutes ces choses-là. Tu peux aussi offrir, je sais pas, on peut imaginer, là j'imagine des trucs un peu en live, mais on peut imaginer que tu achètes un produit pendant la période de ton pop-up ou de ton retail. Tu achètes un produit et du coup, on t'offre des échantillons ou un produit ou un tote bag, je sais pas, mais à venir chercher en magasin, tu vois. Ça, c'est trop bien. Parce tu vois, tu crées du trafic. Ouais. Tu crées du trafic. Tu peux aussi proposer une expérience en magasin offerte, tu vois, ou genre viens et n'importe quoi. Si on imagine Dijon, ça peut être viens et tu verras, il y aura telle diététicienne qui vient, qui est là. Je dis peut-être n'importe quoi, mais en gros, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Tu rattaches justement le e-commerce avec le retail physique en disant, tu as acheté un truc en e-commerce, mais on te propose de prolonger l'expérience en physique et vice-versa. Avec, tu peux t'inscrire aussi à la newsletter au travers du magasin. Généralement, au magasin, on prend, tu sais, les emails, etc. Avec justement Shopify POS, là, qui va très très bientôt, qui est disponible en France, mais ils ont tout un système qui va être disponible en début d'année 2025, qui permet justement de reprendre au travers du TPE, les emails, etc. Et ça, c'est un truc qui est bien descendu en retail physique, c'est la feed. Ouais. Parce que la fidélité, il y a plein de solutions pour les commerçants ou les restaurateurs. Par exemple, il y a Epongo qui fait très bien l'office avec une tablette, etc. Donc tu le vois en physique. Donc lui, il a déjà réussi à faire un peu le lien. Loyoli qui font ça, mais justement pour le digital, alors qui ne sont pas sur la restauration pour le coup, mais qui sont très forts parce que ils arrivent à générer ce système de gestion de points, machin, pour te faire revenir. Ouais. Mais
comment tu le redescends en retail physique, à quel moment tu vas créer une connexion et tu vas pouvoir justement créer un truc en plus ou créer du trafic ou avoir des coordonnées, etc. Choper des coordonnées de clients. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Il faut offrir un truc en face, quoi. Tu prends un mail, t'offres un truc. Donc, ça, tu peux le faire, mais c'est un coût aussi de capter de la data. Mais c'est aussi la question que je t'avais posée, c'est comment on peut aller plus loin pour que ça soit pas l'omnicanalité, parce qu'on en parle beaucoup, mais pour le commerçant, un POS Shopify, ça permet de piloter ses stocks, sa fidélité, etc. Ou ton client, tu vois toute la vie du client. Mais en vrai, moi, en tant que client, j'arrive sur place, que toi, tu puisses piloter qui je suis sur place et en digital, bon, je m'en fous, quoi. Tu vois, c'est bien, en soi, c'est bien parce que je retrouve mes points, par exemple. Mais c'est qu'une petite partie de ce qu'on peut imaginer faire en physique. Et comment tu fais pour faire une opération éphémère en connectant, par exemple, tu dis Dijon, il y a un diététicien qui vient, toi, tu as rempli ton truc et suivant les produits que tu prends, voilà, tu peux arriver et puis te dire, ok, tiens, qui tu es, Sophie et tout, ok, super, toi, ton objectif, du coup, c'était plutôt de, je sais pas, d'avoir tels et tels effets, etc. Je peux t'aider à ce que ce soit encore plus précis. Toi, tu dis, ok, c'est super personnalisé, c'est génial. Il connaît déjà des choses sur moi, j'ai rempli le diagnostic en ligne et tout. Exactement. Alors là, c'est une personne qui te parle, etc. C'est peut-être compliqué, mais bref, il y a peut-être un moyen d'avoir un questionnaire sympa, un truc, une approche facile, et surtout, tu as un truc en plus en retail. Mais c'est demain. Demain, Dijon ouvre, imaginons, des boutiques dans les plus grandes villes de France. Qu'est-ce qui fait que ça, on continue à avoir ça, que tu fais du drive to store, parce que quand tu viens chercher quelque chose, en fait, tu vois d'autres produits, tu touches d'autres produits, et on te pousse une nouveauté, puis en fait, tu l'achètes, tu fais doubler ton panier. C'est ça qui, là, crée un truc fort pour le commerçant, parce qu'il gagne plus, mais pour le client, il a un vrai intérêt, tu vois. C'est comment ça, on le crée. C'est là où ça m'intéresse, et discuter avec toi, c'est ce qui me rend un peu fou. C'est prends le meilleur du e-commerce, prenons l'expérience retail telle qu'on peut la faire, donc l'imaginer, donc hors retail traditionnel, toutes les expériences qu'on peut créer pour que tes gens ils viennent tester ton produit et l'acheter. Comment on fait pour que on crée une expérience qui soit géniale. Ça passe certainement par des détails qu'on n'arrive pas encore à vraiment calibrer, tu vois. On va se prendre 1 heure après l'enregistrement du podcast pour faire ça. Mais voilà, c'est ça c'est un sujet qui nous challenge beaucoup et que j'aimerais moins siloter et que ça soit pas la marque qui pilote une partie du e-commerce, une partie de son marketing, une partie de son retail physique et en fait qui soit le lion, mais plutôt regrouper la marque et tout le reste du déploiement pour dire, OK, d'une seule voix, on arrive à réfléchir à des opérations. Tu vois. Ouais, il y avait des outils aussi, on parlait tout à l'heure aussi sur les outils justement autour de WhatsApp qui te permettent de, hey, t'es venu en magasin, je te pousse des messages aussi supplémentaires avec de la vidéo, etc. Donc il y avait des outils comme Simio ou Wax qui est juste aussi derrière nous là, qui fait ça. Très très bien, donc c'est ultra canon. Peut-être qu'on se refera un autre épisode là-dessus. On va essayer de conclure avant de se quitter. J'ai quelques questions avant qu'on finisse. Très simple. C'est quoi, selon toi, le projet qui, Share Client, a le mieux fonctionné où tu te dis putain là on a fait un truc de ouf? C'est pas forcément un projet, mais c'est plus la méthode qu'on a réussi à mettre en place. Je suis ultra fier de la façon dont on accompagne nos clients et surtout la valeur qu'on leur emmène. Donc, et ça a pris du temps. En réalité, c'est ça aujourd'hui, le truc que je vends le mieux. C'est pas tel client, on a fait ça, c'était génial. Parce qu'en fait, il n'y a pas un client qui se ressemble. Donc, tu prends des cas clients, mais qui te valorisent. Tu dis, on a Birkenstock, Sephora. Ouais, mais Birkenstock, c'est cool, on en parle et c'est normal parce que c'est une belle marque, machin. Donc, c'est super. Mais en mais fait, c'est pas la méthode qu'on leur a emmené. Et eux, ils se sont dit, franchement, c'était ultra carré, ça allait super, on est trop contents, les échanges avec les... Alors, ça joue à plein de choses. Ton staff, il est bien. Moi, j'ai des équipes qui sont incroyables, qui parlent hyper bien avec les clients, qui sont aux petits soins, etc. Donc, tout ça, ça a du sens. Mais ma fierté aujourd'hui, c'est la team qu'on a créée et vraiment cette typologie d'accompagnement. Alors, je livre un peu la secret sauce en expliquant comment on fait et pourquoi on le fait. Mais c'est parce qu'on a tellement d'expérience sur la prod, la complexité d'implantation, etc., qu'on a cette façon de voir le budget de manière globale et tous les sujets de manière globale. Tu vois. C'est ça la valeur. Et t'as pas un projet, t'as un peu évité mes questions, mais t'as pas un projet qui te vient où tu te dis putain c'était vraiment très cool. Alors, t'as plusieurs évidemment exemples, mais si t'en as un vraiment, ça peut être genre... Si on a de belles transformations, je t'ai parlé de North à Cap 3000. Ça c'était cool, super. Mais tu l'as déjà raconté. J'ai par exemple C'est mon Donuts, qui est une marque qui fait des donuts, pour le coup. Voilà. Eux, ils se sont implantés à Paris en mode bricolage. Ils ont fait leur première boutique, c'était Covid et tout, pour faire de la livraison.
Et on se rencontre. Il me dit, ouais, on voudrait développer, etc. Pourquoi pas faire des pop-up et tout. Je dis, ok, bah, moi, je peux vous accompagner. Je leur explique ce qu'on fait. C'était les débuts de Share Client, il y a 3 ans, tu vois. Le mec me dit, ok, super, Bertrand et Kamel, je les salue d'ailleurs. Il me dit, super, vas-y, on fait. Ils avaient rencontré personne d'autre. Ils m'ont dit, ok, on te fait confiance, on y va. On fait un premier pop-up. Ils faisaient des scores, des dizaines de milliers d'euros par semaine de vente de donuts. Et ça concentré parfois sur un vendredi, samedi, quoi. Donc, tu te dis, ils commencent avec ça. On fait un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Puis là, ils se disent, ok, vas-y, on franchise. On fait un premier concept de magasin à franchiser, qui est un succès, qui est très beau, qui fonctionne. Ça, c'est vraiment... Tu vois, le client qu'on a accompagné du début, qui nous a fait confiance, etc. et qu'on accompagne encore là en développement de franchise. Donc là, on parle avec des franchisés tous les jours pour les accompagner, pour le concept et tout. Ça, c'est un super beau projet. Ouais. Et du coup, j'ai la question inverse. Est-ce qu'il y a un projet genre, qui s'est pas bien passé pour telle raison ? Tu expliquais tout à l'heure les clients qui veulent se lancer en retail pour des mauvaises raisons. Peut-être que des fois, il y a un gap déceptif entre ce quoi ils s'attendaient à la fin. Est-ce que tu as un exemple de... En gros, ma question sous-jacente, c'est... en gros, quel cas de marque tu as eu où tu te dis merde, en fait, ils auraient pas dû y aller parce qu'en fait, c'était mort d'avance, tu vois. En gros. Bah, typiquement, ouais, j'ai des exemples. Après, c'est... Décide pas forcément, mais... Non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on en revient au sujet initial, c'est qu'est-ce que tu attends ? Si tu attends que à faire de la vente et à performer en termes de chiffres, n'y va pas. N'y va pas parce que tu as 90% de chance, de risque plutôt, d'être déçu. Donc, si c'est ça ton moteur... et que ta boîte, elle n'en est pas encore au moment où tu dois absolument être en retail, alors n'y va pas, tu vois. Si c'est pour faire ton essai en retail et que tu veux faire du CA, n'y va pas. Donc, c'est plutôt ça, tu vois. C'est ça l'écueil à éviter, et on a quand même pas mal de marques qui, finalement, le levier numéro 1, c'est de dire, vas-y, on va aller là-bas, on va mettre plein de produits, on va en vendre des tonnes et on va faire du cash. Mais en fait, une fois que tu as enlevé tous tes coûts, bah, tu te dis, au mieux, tu es flat, au pire, tu as perdu un peu quelques milliers d'euros. Et du coup, tu n'arrives pas à focaliser ton esprit sur tout ce que tu as gagné à côté, tu vois. Ouais. Et c'est là où c'est l'écueil, et il ne faut pas y aller quand tu penses à ça, en fait. Il faut attendre ou il faut se faire accompagner pour penser différemment, quoi. Trop cool. Écoute, on va se quitter, Maxime. Merci, Simon. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux peut-être raconter aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, sur LinkedIn, sur Share Client, enfin comment ils font pour te contacter Ouais, moi je suis LinkedIn tous les jours, voilà, messagerie directe, etc. avec plaisir. Sinon, il y a le site shareclient.fr. Donc voilà, il y a même mon Calendly et sinon il y a même mon numéro, en fait, il y a mes coordonnées partout. Tu vas recevoir plein d'appels à la suite de cette diffusion. Mais avec plaisir en tout cas. Bon merci Maxime, à très vite. Salut. Merci, ciao. Merci à toi, ciao.